Bien, maintenant je vais parler, ramener cette problématique qui me donne un peu le vertige, parce que c'est quelque chose de considérable et de fondamental, à un point de vue qui n'est pas le petit bout de la lorgnette, parce que bien qu'individuel, il a une dimension, je pense, universelle, comme toute expérience singulière, c'est-à-dire traiter la question du pharmacone à travers l'expérience de la pathologie et de son traitement. Et donc, l'expérience de la vie avec la maladie. Alors évidemment, je remercie infiniment Bernard de cette invitation. Et je ne suis pas tout à fait à l'aise parce que j'ai l'habitude de parler à des médecins qui ne sont pas philosophes. Alors je ne dis pas que je leur raconte n'importe quoi, mais ça passe beaucoup plus facilement. Donc, pour que mon propos soit clair, je pars d'un texte que j'ai soigneusement écrit, parce que d'abord, j'aime beaucoup ça et ça permet d'être clair, avant évidemment d'ouvrir la discussion. Je suis multipathologiste, j'ai de nombreuses pathologies, je dirais, dont la philosophie, qui est une affection, je dirais, c'est-à-dire un questionnement dont on ne sait pas très bien d'où il vient, mais que d'une certaine façon on subit d'abord avant d'essayer de le transformer en quelque chose qui nous construit. Parmi mes autres pathologies, au premier rang de celle-ci, se trouve le diabète de type 1 qui, à 16 ans, donna un tour nouveau à ma vie en la forçant à faire l'expérience fondamentale d'une dérégulation. La maladie chronique n'est pas une affection du corps ou du sujet vivant, mais celle de leur relation à la vie et au milieu à la fois naturel, technique et transindividuel qui fait que l'homme est homme. Elle est la crise de la défaillance de la normativité naturelle qui crée spontanément chez l'homme sain, qui n'en a cure parce qu'il n'en a pas conscience, les conditions de son maintien et de son développement, c'est-à-dire au sens premier, ces normes biologiques, comme nous le rappelle Canguilhem, que je citerai de nombreuses fois, en particulier à travers le normal et le pathologique, qui est sa thèse de médecine. Dès que la maladie est médicalement prise en charge, et donc dès que le malade devient un patient, elle inclut le rapport du patient au traitement de ces crises et les crises de ce rapport. Le traitement est bien un pharmacone de la maladie, c'est-à-dire une technique de résolution de la crise. Et d'abord au sens pharmacologique immédiat. On sait que tout médicament est aussi un poison et que ses vertus peuvent devenir toxiques. J'en prendrai 3 exemples directs, empruntés à mes pathologies, et qui peuvent nous interroger à des niveaux différents. Le premier est très simple. L'insuline exogène agit efficacement, et qui est injectée aux diabétiques, agit efficacement sur la baisse de la glycémie, dont la trop grande élévation est éminemment toxique. Mais elle est, par là même, dangereuse. Elle peut provoquer de graves troubles, des hypoglycémies, allant jusqu'au coma et parfois même jusqu'à la mort. Elle peut soigner comme elle peut tuer. Elle est, entre les mains du patient, la manifestation de la puissance normative de la technique, tout autant que celle de sa dangerosité et de son possible pouvoir dérégulateur et donc toxique. Son apprivoisement par le patient est un enjeu majeur des processus d'adoption de la maladie par le patient. On remarquera que l'hypoglycémie n'est pas un symptôme de la maladie diabétique, mais de son traitement, marquant clairement sa dimension de dépendance au pharmacone. La première partie de ma vie avec la maladie peut être caractérisée par la prééminence de l'anomie, c'est-à-dire d'un refus de prendre en considération les exigences normatives de la maladie, exigences qui d'une part m'apparaissaient comme extérieures, exogènes, puisqu'elles m'avaient été présentées comme des impératifs par le corps médical, et qui d'autre part me semblaient incompatibles avec mes exigences de vie au sens plus large, c'est-à-dire, en cette période adolescente, des exigences vitales d'appartenance au groupe de mes pairs et d'élaboration identitaire, qui me semblaient exclure la possibilité d'être, aux yeux des autres, un déviant biologique contraint à des rituels ridicules et liberticides. Je me contraignis donc à une coûteuse dissimulation, dont un des modes était la pratique d'un traitement insulinique, à minima, ne me protégeant pas des effets délétères de l'hyperglycémie. Cette anomie mortifère
qui était une phase critique de la pathologie elle-même, me conduisit en à peine une vingtaine d'années à l'insuffisance rénale chronique. Et je connus alors un autre bien rude et bien toxique pharmacone, pourtant condition paradoxale de ma survie, l'hémodialyse. La circulation sanguine extracorporelle qu'elle impose et le passage du sang dans une machine à laver spécifique déshumanise l'individu qui y est soumis par la confusion qu'elle induit entre intimité et extériorité du corps, flux vital et froideur machinique, transformant quasiment celui qui est soumis en machine. C'est du moins de cette façon que j'éprouvais la dialyse. Je devins une sorte de schizophrène pharmacologique durant les 7 mois de cette épreuve, heureux hors de la dialyse et dans une inertie triste, mimant la mort, durant les répétitives séances d'hémodialyse. Le passage par cette deuxième forme de pharmacone, très technique, m'incite à souligner son caractère plus complexe, c'est-à-dire son effet ambigu au-delà de la dimension purement pharmacologique et technicienne. La dialyse est un point fort du système de soins, y compris au sens économique du terme. Si elle est coûteuse pour la sécurité sociale, elle est rentable pour le service hospitalier qui l'accueille. Et j'ai constaté qu'il n'était pas forcément aisé d'en sortir. À quel patient et quand propose-t-on la transplantation rénale qui les libérera de cette épreuve, dont il faut également reconnaître que pour certaines personnes socialement et psychologiquement fragilisées, elle constitue aussi la précieuse possibilité d'une paradoxale socialisation. Je ne vais pas répondre à cette question qui me demanderait de développer quelque chose de complexe et d'important sur la transplantation d'organes, la législation concernant la distribution des greffons, etc. C'est une autre problématique qui répond à celle du pharmacone, mais qui est complexe et que je ne vais pas développer ici. Par un heureux hasard, j'ai découvert l'existence de la double transplantation rein-pancréas, qui m'est apparue comme la solution miraculeuse et pourtant bien réelle, médicale et technique, qui me délivrerait en même temps des 2 affections qui avaient dévié ma vie de son cours normal. J'en fis part au diabétologue qui me suivait alors. Celui-ci ne se contenta pas de me la déconseiller, mais prétendit me l'interdire, arguant des prétextes d'une superbe mauvaise foi, prélude à des empoignades homériques par courrier interposé entre lui et mes futurs transplanteurs. J'étais réduit à l'état de balle de ping-pong entre leurs courriers et leurs invectives. Cette interdiction fut certainement, bien que malgré lui, l'acte le plus thérapeutique qu'accomplit jamais mon diabétologue. Je vais citer quelques phrases d'une conférence que j'ai faite à Genève il y a quelques années lors du départ en retraite d'un grand médecin qui, lui, est un grand artiste de la vie. Son refus, le refus de ce diabétologue, l'intrusion de sa volonté dans la mienne, m'avait déterminé et avait provoqué sans doute quelque chose comme ma vraie guérison. J'avais pris d'un seul coup la décision que ma vie m'appartienne avec tout ce qu'elle était. Ce diabète était le mien, cette dialyse était mienne, et cet espoir de voir au-delà était aussi à moi. Personne ne m'ôterait plus quoi que ce soit de ce qui faisait ma vie. À partir de cette prise de conscience éminemment normative, j'ai développé toute une pratique et bientôt une théorie de la bonne santé au sein même de l'expérience de la maladie, toute une technique de soi. Avant d'y venir, il me semble inévitable d'envisager, peut-être pour l'écarter, une argumentation assez triviale pour tenter de comprendre la réticence tenace à la transplantation pancréatique que j'ai pu constater de nombreuses fois. Les diabétologues n'existent en tant que tels qu'en suivant des diabétiques, qu'ils soumettent dans la plupart des cas, toujours pour le diabète de type 1, le plus souvent après quelques années d'évolution pour le diabète de type 2, à des traitements insuliniques. Je ne vois pas un lien direct entre cette méfiance médicale par rapport à la transplantation de pancréas et la puissance des laboratoires pharmaceutiques fabricant d'insuline, qui feraient pression pour freiner la pratique de la greffe pancréatique. Je note simplement qu'ils ont su créer, depuis de longues années, des liens très forts avec les médecins prescripteurs d'insuline, entre autres, hospitaliers ou de ville, non seulement en soutenant leurs colloques, comme c'est le cas dans de nombreuses pathologies,
On a donné des chiffres tout à l'heure de leur investissement en ce domaine, mais aussi en les aidant à développer leurs initiatives les plus originales, comme l'initiation à l'éducation thérapeutique, lorsque et parce que l'État ne s'en souciait pas. Ils ont créé ainsi une sorte de dépendance du milieu médical concerné au laboratoire, d'autant plus aisée à rester un impensé qu'elle est assez confortable. Les dispositions légales sur les conflits d'intérêts n'ont pas de prise sur des représentations et sur l'insidieuse influence à l'aveuglement des habitudes qui sont devenues des normes. Cette évocation de la transplantation d'organes me conduit à celle du troisième pharmacone médicamenteux dont je voulais parler. J'ai donc bénéficié d'une double transplantation rein-pancréas en 1995, qui a fonctionné parfaitement et qui fonctionne encore parfaitement 15 ans après, plus de 15 ans après. En tant que personne greffée, je suis contraint à un traitement anti-rejet à vie, le greffon restant à jamais incompatible avec le corps propre du greffé, du moins dans l'état actuel des connaissances et des techniques. Il se trouve, et le paradoxe est presque amusant, qu'un greffé rénal est donc amené à se soigner, en prenant quotidiennement pour éviter le rejet de son greffon, un médicament dont un des effets secondaires est d'être néphrotoxique. Il faut donc soigneusement en calculer les doses pour que le pharmacone ne se réduise pas à un pur poison. D'une manière générale, la cyclosporine, qui est le grand médicament anti-rejet depuis les années 90, fin des années 90, dont l'efficacité comme anti-rejet a permis les progrès considérables des greffes de toute nature, est également un facteur aggravant de risque de cancer, en particulier de la peau. C'est là aussi une question de dosage. Et je me suis donc battu très tôt pour vérifier moi-même, avec l'aide des rares médecins ouverts à ma problématique, le bon équilibre de la balance bénéfice-risque, particulièrement délicat à évaluer ici. On sait que c'est un des rôles du médecin et qu'en principe, l'objectivité scientifique devrait être le seul critère de calcul. Alors, on dira que je suis peut-être suspicieux, mais après tout, il s'agit de ma vie. Le transplanteur tient au succès de sa greffe, même si c'est aussi la mienne. Je suis sincèrement extrêmement reconnaissant au talent de l'équipe médicale et du chirurgien responsable du succès de ma double transplantation. Mais je pense, et certains exploits techniques à la publicité un peu précipitée et au respect des règles éthiques et déontologiques un peu approximatifs, je parle des greffes de mains et de visage, peuvent amener à le penser, que le patient peut aussi être réduit à l'état de porte-greffon, de la même façon qu'il est trop souvent objectivé de tant de manières différentes pour chacune des pathologies dont il est affecté. Cette dernière remarque nous ramène assez directement à la problématique de mon livre, La blessure et la force, dont je vais évoquer certains aspects en la rapprochant de celle du pharmacone. Sa thèse centrale est celle du caractère inhérent au sujet humain d'un principe normatif et régulateur, autrement dit d'une capacité de soin. C'est ce que j'appelle l'autonormativité, car elle signe l'autonomie de santé du patient chronique. Il est à lui-même sa propre norme de santé. Proposition qui devrait susciter la polémique, même si on la tempère, on verra pourquoi en lisant Canguilhem, en disant que l'individu humain n'est que potentiellement à lui-même sa propre norme de santé. En effet, dire qu'il possède intrinsèquement cette possibilité créatrice de normes de vie, c'est-à-dire d'équilibre et d'harmonie, remet en cause un des fondements majeurs de l'autorité médicale telle qu'elle se pense jusqu'à aujourd'hui. Et il ne s'agit pas ici de la seule normativité biologique, l'incontestable normativité du vivant, qu'a magnifiquement mise en lumière Canguilhem, comme puissance créatrice des valeurs favorables au maintien et au développement de la vie, au sein même de l'organisme, mais de son prolongement dans la conscience humaine. Prolongement plus ou moins lucide, d'après les termes de Canguilhem, qui précisément permettent de la comprendre comme potentialité et non comme état ou faculté. Et ce prolongement se manifeste d'abord d'une façon fondamentale, première et universelle, dans une aptitude naturelle à discriminer le normal et le pathologique. Je ne résiste pas au plaisir de lire
la très belle langue de Canguilhem, le vivant humain, écrit-il, qualifie lui-même comme pathologique, donc comme devant être écarté ou corrigé, certains états ou comportements appréhendés relativement à la polarité dynamique de la vie sous forme de valeurs négatives. Nous pensons qu'en cela, le vivant humain prolonge, de façon plus ou moins lucide, un effort spontané, propre à la vie, pour lutter contre ce qui fait obstacle à son maintien et son développement pris pour norme. Ainsi, le malade, c'est-à-dire la personne affectée par une pathologie, se caractérise bien d'emblée comme premier acteur ou auteur du soin dont il sera aussi l'objet, dans la mesure où c'est lui qui, en éprouvant comme trouble le pathologique qui l'affecte, établit la distinction fondatrice entre santé et maladie. Cette affectivité du malade, qui, loin d'être purement passive, est capacité première à qualifier le pathologique, s'exerce en posant un jugement normatif au sens plein du terme, c'est-à-dire au sens créateur. Un jugement qui institue des normes. Jugement qui implique d'emblée l'action par des stratégies correctives ou d'évitement. L'individu humain, en instituant ainsi lui-même sa norme de santé, le partage entre normal et pathologique et ses conséquences pragmatiques, entreprend une première démarche de soins antérieurement à la médecine, à laquelle il fera ensuite appel dans sa visée thérapeutique. Or, la médecine a trop souvent tendance à faire de la norme la propriété du médecin ou du discours médical, alors qu'elle est une propriété du vivant et du vivant individuel humain comme être habité par une conscience normative. Il me semble qu'on tient avec cette idée un moyen de partager au sein même de la relation de soins comme pharmacone, c'est-à-dire comme technique interindividuelle ou transindividuelle de soins, ce qui en elle peut être toxique et ce qui en elle est thérapeutique, au sens le plus plein du terme, c'est-à-dire ce qui va dans le sens du maintien et du développement de la vie. J'allais dire de la vie individuelle, ce qui pourrait peut-être prêter à des ambiguïtés, je préfère donc dire à la vie individuée. Dynamique constante d'individuation, c'est-à-dire de restructuration et d'harmonisation de l'individu, dans ses multiples relations transindividuelles, créatrices d'unité, de cohérence et d'épanouissement. À mon sens, ce partage s'établit essentiellement entre une conception hétéronomique ou exonomique du soin, c'est-à-dire qui pense la norme de santé comme extérieure au sujet malade et devant lui être imposée, et une conception autonomique, ou pour mieux dire auto-normative, qui pense le soin comme soutien, éducation et prolongement de la potentialité autorégulatrice inhérente au patient. La conception hétéronomique du soin, largement dominante dans la médecine contemporaine, s'enracine dans la tradition hippocratique, qui est celle de toute la médecine occidentale, à laquelle je limite bien sûr mon analyse. Le corps médical s'y constitue historiquement comme une sorte de corps sacerdotal et déontologique, s'autonomisant, se donnant ses propres lois et instances régulatrices, autoproclamées, puis s'agrégeant par adoubements successifs et filiation, s'attribuant une autorité sur la vie, reposant sur l'exclusivité d'un savoir sur le corps, excluant celui du patient. Alors je développe dans mon livre toute l'argumentation pour prouver ce que je viens de dire. Je vous demande de l'accepter tel quel pour le moment. Se manifeste dès les origines une sorte de jalousie du savoir concernant la maladie, avec le souci constant d'en écarter le malade, de le tenir à l'écart d'une connaissance qui semble rester sacrée, c'est-à-dire réservée dans son essence même. Le malade, comme tout autre non-médecin, n'a qu'un savoir profane, ce sont les termes employés dans le discours médical, celui du non-initié, du non-adoubé, un savoir dévalorisé par rapport à la connaissance ésotérique propre aux membres du corps médical. Alors, cette tendance ne va pas disparaître lorsque la médecine aura renforcé son pouvoir thérapeutique par l'adjonction de science au sens moderne du terme, bien au contraire. Cette scientificité n'est évidemment pas à remettre en cause, elle est infiniment précieuse. Mais la médecine, surtout contemporaine, lorsque la science devient technoscience, est tentée par une dérive scientiste, dont la toxicité atteint la relation de soins et compromet son pouvoir thérapeutique.
se manifeste déjà très simplement dans l'usage excluant d'un vocabulaire strictement technique et scientifique qui interdit la compréhension de ce dont on parle aux non-initiés. Le scientisme médical consiste à ne considérer la médecine que comme une science, alors qu'elle est un art qui l'utilise à d'autres fins. Il consiste également à minimiser la dynamique à la fois rectificatrice et inventive de la science, qui fait tomber dans le non-scientifique ou dans l'erreur ce qui pouvait être tenu auparavant pour une vérité avérée, immuable, souvent opposée avec arrogance à la croyance ou à l'aveuglement du profane. Je prendrai un seul exemple de ce rejet systématique du savoir du patient, un exemple qui est simple et un peu trivial et que j'emprunte à un grand médecin, un grand diabétologue, André Grimaldi, qui est aussi connu dans son combat pour la défense de l'hôpital face à la logique économique actuelle. Je le cite. « Avant que l'on ne découvre la notion d'index glycémique, les experts diabétologues pensaient que les sucres simples étaient des sucres rapides et les sucres complexes des sucres lents. Les patients diabétiques avaient beau leur dire que le chocolat entraînait moins d'hypoglycémie que le pain, la science, pour une fois alliée au bon sens populaire, réfutait ce constat qui s'est révélé pourtant parfaitement exact. » Cet exemple tout bête montre que le patient ne peut pas être écouté, ne doit pas être écouté, que son discours d'expérience ne tient pas face à une science dont on attendra qu'elle ait corrigé le tir en découvrant une vérité que jusque-là elle réfutait, pour admettre l'exactitude de la position profane. Cette exactitude valant moins pour elle-même que parce qu'elle a été redécouverte par la science. Sur ce point, par exemple, il me semble qu'on aurait pu gagner du temps en prenant au moins à titre d'hypothèse le constat établi par l'expérience des patients et en travaillant scientifiquement dessus. Mais il aurait fallu pour cela entendre la parole des patients, c'est-à-dire l'expression de leur connaissance expérientielle. Or, pour les médecins, elle est essentiellement inaudible. Je pourrais prendre bien d'autres exemples montrant comment la médecine peut tendre à phagocyter le corps vivant, sentant et connaissant du malade pour y substituer un corps médical muet, comme pur objet d'observation et de manipulation. La première justification de cette dépossession est le vœu du malade lui-même, qui s'en remet à l'autorité du médecin auquel il fait appel dans sa détresse. La confiance qu'accorde le malade au médecin consiste dans le fait de lui confier son corps, de le confier à ses bons soins. Mais, du fait de cette délégation de pouvoir sur le corps, celui-ci a comme changé de nature, ou du moins s'est dédoublé à partir de sa naturalité première. Car à côté du corps médical, c'est-à-dire du corps mutique, sous le regard réifiant du médecin, demeure le corps premier, celui qui ressent, qui souffre et qui sait ce qu'il ne veut pas. Le corps comme force productrice du soin. Mais dès sa prise en charge par le médecin, il perd en quelque sorte le droit de s'exprimer, l'ayant fait une fois pour toutes dans son appel pathétique et dans les symptômes décryptés. Si le corps du malade lui échappe, non seulement dans la maladie qui le rend incompréhensible dans ses réactions inaccoutumées, mais aussi dans le traitement et la soumission filiale à une autorité qu'il requiert, c'est peut-être avant tout dans son rapport à la vérité, dans son rapport à sa vérité. Ce que je ressentais, que ce soit bien-être ou souffrance, m'appartenait comme mode premier de connaissance. J'étais bien le porteur de la vérité de mon corps, même d'un corps dont la maîtrise et la connivence naturelle en étaient venues à m'échapper. Mais le doute qui s'était introduit dans le malade avec la maladie et l'avait fait recourir au médecin est comme récupéré et amplifié par celui-ci, qui en fait un argument pour que le patient renonce à toute volonté de savoir par lui-même ce qu'il en est de son corps. C'est désormais par l'intermédiaire du seul médecin qu'il l'apprendra. Et on ne lui dira que ce qu'on jugera bon de lui dire pour qu'il se plie du meilleur cœur possible à une stratégie de combat contre la maladie qu'on aura définie pour lui, et trop souvent sans lui, voire contre lui. C'est ainsi que le patient devient un sujet dépossédé de sa force productrice de soins, de son autonormativité. C'est ainsi qu'il est prolétarisé, suivant l'expression de Bernard. On nous posera certainement que le malade est bien content d'apprendre du médecin la réalité de ce dont il souffre et qu'il ignorait lui-même. Le diagnostic est en effet un premier soin dont la vertu thérapeutique peut être puissante, tout autant que sa toxicité
peut être fatale. Certes, on ne peut pas ignorer qu'une certaine objectivation du malade est nécessaire lors de la phase diagnostique, où il faut bien observer des états du corps pour tenter de les interpréter, lire des symptômes pour cerner une pathologie dont ils sont l'expression. Mais cette objectivation, dont on pourrait également discuter la pure objectivité, ne doit être qu'une mise entre parenthèses provisoire, car on ne peut pas non plus ignorer que le corps n'existe pas indépendamment de l'individu vivant et conscient, c'est-à-dire sentant et connaissant, dont il est la manifestation concrète, que la maladie affecte un sujet somatopsychique. Le corps n'est strictement corps objectif qu'à l'état de cadavre. Et encore, car même en cet état inerte, il est comme l'archive de toute une subjectivation. Si le diagnostic se présente comme le fruit d'un raisonnement purement extérieur au malade et objectivant, il tend à rendre celui-ci étranger à sa maladie, à l'en déposséder, à le couper de cette expérience intime qu'il en avait déjà, sans pouvoir l'exprimer autrement que dans le symptôme et dans l'appel. Une des fonctions vertueuses du diagnostic est d'établir un pont entre cette expérience intime et muette de la douleur ou du dérèglement et sa saisie objective et scientifique. Il doit établir une continuité et non une rupture entre l'éprouvé, le subjectif, et l'objectif, le scientifique, et non creuser un fossé qui restera infranchissable. Si un lien est établi entre ce qu'a ressenti le malade et ce qu'on lui apprend, par une explication qui n'oppose pas ressenti subjectif et détermination objective, mais les met en cohérence, dès lors qu'il y a, suivant la belle expression de Georges Gadamer dans Philosophie de la santé, dès lors qu'il y a coïncidence entre le jugement médical et la conscience que le malade a de lui-même, la maladie peut lui apparaître comme déjà effectivement constitutive de son expérience. Elle n'est nouvelle que par sa désignation, la clarification qu'opère le diagnostic. La toxicité de la relation de soins, déviée de son sens authentiquement thérapeutique, me semble se manifester également d'une autre manière. Cette toxicité relationnelle se manifeste dans le symptôme de l'attachement morbide du médecin à l'observance médicamenteuse du patient. Observance, terme originellement religieux. Vous pouvez vérifier, il y a 4 occurrences, elles sont toutes religieuses, qui a pour charge de sacraliser l'obéissance, auquel parfois il sera préféré le terme de compliance du patient, dont l'emploi manifeste encore davantage le caractère dangereux de cette obsession lorsqu'on connaît l'origine de ce vocable anglo-saxon qui désigne la plus ou moins grande aptitude d'un matériau à se déformer suivant l'expression extérieure qu'il subit. L'emploi de cette expression est comme un aveu, pourtant aveugle, puisqu'il est systématique et irréfléchi. Il s'agit bien de plier le patient à une pression extérieure, de le contraindre à ce qu'on exige de lui pour son bien, car c'est le devoir de bienfaisance du médecin qui le guide dans cette stratégie. L'échec patent de cette stratégie l'empêche malheureusement pas de perdurer. Suivant de récentes études, 80% des patients chroniques sont considérés comme non observants, c'est-à-dire comme ne prenant pas suffisamment leur traitement pour en tirer les bénéfices escomptés, et 30% comme totalement non observants, 30%, c'est-à-dire comme ne pouvant espérer aucun bénéfice de traitement qu'ils ne prennent pas. Constat désolant. Pour y remédier, peut-être suffirait-il au médecin de comprendre que vouloir imposer en tant que rationnel une norme de santé, faire de celle-ci un impératif, c'est la priver de la possibilité de devenir un objet de choix, un objet de désir de la part du patient, c'est-à-dire d'un investissement à long terme. Mais il faudrait alors savoir faire confiance aux possibilités autorégulatrices et restructurantes de l'individu, dès lors qu'on aura compris qu'elles peuvent aussi se manifester sous l'aspect négatif du déni et du refus de la maladie, c'est-à-dire de stratégies émanant de cet art de l'équilibration, pour reprendre une belle formule de Gadamer, art vital et délicat, qui tente un compromis entre des exigences apparemment difficilement compatibles, en privilégiant celles qui paraissent d'abord pouvoir éviter le dommage qui semble le plus grand aux yeux du sujet, prisonnier d'un dilemme normatif non élucidé. C'est ainsi que l'alcoolique, en même temps qu'il se tue, se soigne effectivement en buvant.
c'est-à-dire s'évite sans doute le néant psychique auquel il se sent condamné, sans ce soin qui se trompe d'objet, dans l'aveuglement de ce désir à l'objet inadéquat, aurait dit Spinoza. C'est pourquoi il est vain de tenter d'empêcher de boire l'alcoolique, ou de se droguer le dépendant, ou de contraindre au bien tout égaré dans les filets de l'auto-maltraitance, avant d'avoir saisi et traité les raisons qu'il a de le faire, et de lui permettre de départager les bonnes des mauvaises, en trouvant le bon objet de son désir de soin. Lui permettre ainsi de réintégrer une bonne dynamique d'autorégulation. Le travail du médecin devrait effectivement consister en bonne part à cette élucidation de la potentialité autonormative du patient. Je ne développerai pas plus avant ces problématiques qui le sont abondamment dans mon livre. Et je voudrais pour terminer la première partie de mon propos, mon exposé, avant de répondre à la discussion, enfin d'entrer dans la discussion, par un élargissement à la dimension collective de cette expérience individuellement possible de la déprolétarisation du patient, c'est-à-dire de la possible désintoxication de la relation de soins. Le combat des malades du sida pour la reconnaissance de leurs droits et d'abord de leur dignité m'en semble tout à fait révélateur. Sans reprendre à mon compte toute la problématique de leur lutte et énumérer ses résultats, qui sont nombreux, dans le domaine de la réglementation et de la pratique de soins, je tiens à souligner le caractère exemplaire dans sa dimension sociétale, dans la dimension sociétale de ce mouvement de combat pour la transformation du regard sur le soin et la maladie, en particulier dans son refus de la conception dominante qui consiste à croire que la maladie relève tout entière du traitement médical. Les malades du sida, en faisant spectaculairement irruption dans la société contemporaine, à partir de la crise de la médecine et de la crise sanitaire, née avec l'apparition de cette nouvelle pathologie, ont montré leur ferme volonté de s'approprier les savoirs scientifiques sur la maladie, puisque leur destin en dépendait d'une façon qui s'est révélée d'abord collectivement dramatique. La lutte acharnée qu'ils sont alors menés a largement contribué à un ébranlement, puis à une redéfinition concrète de la relation patient-soignant. Le patient est devenu un être collectif qui, par la force protestataire aussi bien que propositionnelle que ces associations ont déployée dès les années 80, a pu commencer à faire entendre plus efficacement sa voix et sa parole. Le risque, dès lors, était celui d'un communautarisme de la revendication comme de la proposition. Or, on peut dire qu'aujourd'hui, il est assez intelligemment surmonté avec, par exemple, la création par l'ancien président d'AIDE, Christian Saoult, du CIS, collectif interassociatif de santé, qui vise à associer des associations de patients de diverses pathologies. Des associations dont ce mouvement a su faire évoluer l'image et le statut, loin d'une vision doloriste de la maladie qui cantonnait les malades à la bienfaisance attendrie des médecins. Aujourd'hui, les membres de ces associations de patients se ressentent davantage comme militants. Il est alors également possible de tomber dans un autre piège et de céder à une autre emprise qui caricaturerait également le patient. C'est l'emprise du consumérisme du soin, qui est une autre forme de prolétarisation du patient. Et son corollaire, un patient récriminant, volontiers procédurier, tendant à judiciariser une relation de soins marchandisée, qui serait réduite à une sorte de contrat commercial dont l'objet serait la santé comme bien de consommation. Ce qui revient à la vie de son sens, puisque pour moi la santé est la chronicité d'un rapport d'appétence à la vie, d'un rapport érotique à la vie. Mais l'ouverture qui s'est produite dans le champ de la santé, grâce à cette prise en main de leur destin par les malades, qu'elles soient individuelles ou collectives, trouve son aboutissement dans une conception qui ne réserve pas les problèmes de santé aux seuls patients, mais voit dans cette expérience de la maladie un cas particulier et comme une avant-garde de la problématique universelle de la normativité. Je vous remercie de votre attention.